Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce webinaire. On est vraiment très très content de vous retrouver en nombre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui fait énormément de bruit, qui attire énormément de monde aussi. Et on va voir justement comment utiliser cette intelligence artificielle dans vos pratiques d'évaluation. Alors on commencera tout d'abord par un petit état des lieux de ce qui se fait du côté belge et du côté québécois. Et puis, on ira un peu plus en profondeur dans les pratiques et on verra même comment intégrer cela en classe directement avec vos apprenants. Ils m'ont rejoint, ils sont là à l'écran. Alors, on a de la chance parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un webinaire qui est un peu international et qui dit un peu international, mélange de culture, dit aussi complémentarité. Et alors, ici, on a vraiment fait les choses du mieux qu'on pouvait parce que d'un côté, nous avons une dame, de l'autre, un homme, une Belge, un Québécois, quelqu'un qui a plutôt l'habitude de travailler avec les élèves du secondaire, tandis qu'une autre personne travaille avec des élèves supérieurs, une technopédagogue, un professeur. Enfin voilà, on a vraiment réussi à réunir un super panel aujourd'hui. Bonsoir Manuela et Simon. Bonsoir, bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Bonjour, moi je vais vous dire bonjour parce qu'il est midi. Exactement, on a des fuseaux horaires différents, mais c'est ça la beauté de la communauté de pratique aussi, c'est qu'on arrive malgré nos 6 heures de décalage à quand même vous donner ce webinaire. On va apprendre plein de choses en 1 heure et demie, donc on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Mais d'abord, on va peut-être dresser un état des lieux avec toi. Manuela, donc je te laisse la suite des rênes. Merci Adrien. En fait, ce qu'on voulait vous proposer dans un premier temps, comme on est sur des fuseaux horaires, des continents différents, c'était peut-être de faire un petit état des lieux du cadre légal et des balises pour savoir qui est autorisé finalement à faire quoi dans chacun de ces pays, nos deux pays. Alors désolé pour ceux qui sont dans d'autres pays que la Belgique et le Québec ou que le Canada en tout cas, mais pour savoir ce qu'on est autorisé à faire chez nous. Alors chez nous en Belgique, il y a 2-3 grands textes législatifs qui balisent l'utilisation de l'IA, en particulier pour tout ce qui est lié à l'évaluation. Le premier, on en a déjà pas mal entendu parler, c'est la loi européenne qui a été publiée en 2024 qui s'appelle IA Act et qui balise toute une série d'usages, pas seulement dans le domaine de l'éducation d'ailleurs, mais de manière beaucoup plus large dans une utilisation par les citoyens et les entreprises. Et il y a quelques passages qui sont vraiment en lien avec l'enseignement et avec l'évaluation, notamment le fait que, en fait, il faut savoir que l'IA Act se présente avec plusieurs niveaux de risque. Et donc, il y a les usages qui ne présentent aucun risque, les usages auxquels il faut faire relativement attention, les usages à haut risque et puis les usages qui sont tout à fait inadéquats. Dans l'IA Act, il est marqué clairement, donc là je vous ai fait une petite retranscription de ce qu'il y a dans l'IA Act, mais il est marqué clairement qu'évaluer des personnes ou le niveau d'éducation qui serait approprié pour un individu ou influencer de manière significative le niveau d'éducation, de formation auquel certaines personnes pourraient avoir accès, c'est-à-dire par exemple savoir qui peut avoir accès à quelle école, sont des usages qui devraient être classés comme étant des systèmes d'IA à haut risque et donc conséquence de ce classement en tant que risque élevé, ce sont des obligations renforcées, documenter comment fonctionnent ces IA, documenter la gestion des risques, voir comment est-ce qu'on peut identifier les biais qui sont présents dans ces IA-là, avoir évidemment un devoir de transparence, de traçabilité, garantir aussi qu'in fine, ce sont des humains qui prennent les décisions. Et donc, notamment, évidemment, ce qui nous intéresse du côté évaluation, c'est de dire que oui, vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider dans la préparation ou la correction d'activités évaluatives, mais vous devez garantir que vous avez un regard final sur ce qui sort de l'IA et que vous en prenez l'entière responsabilité devant tout jury, tout contrôle et évidemment devant l'élève. Donc ça, c'est super important et ça n'est pas juste une recommandation, c'est devenu une loi européenne depuis 2024.
Alors, le deuxième cadre de référence, c'est le fameux RGPD que vous connaissez tous, le Règlement général de protection des données. Et là, évidemment, ça va nous donner quelques informations sur la manière dont il faut qu'on fasse attention par rapport à ce qu'on met comme données dans une IA. C'est-à-dire que oui, vous pouvez vous faire aider pour de la correction, du feedback, etc., à condition de toujours anonymiser toutes les informations que vous allez mettre dans une IA si tant est que vous utilisez une IA qui utilise vos informations pour nourrir son propre modèle. Si vous avez une IA qui, dans ses conditions générales, par rapport à la licence que vous utilisez, ne garantit qu'il n'utilisera pas vos informations pour nourrir le modèle, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans les usages. Mais si vous utilisez un chat GPT gratuit, pour être pragmatique, ne mettez surtout pas d'informations liées aux données personnelles de vos étudiants, de vos élèves. C'est absolument interdit. Et le dernier cadre légal, c'est la législation sur les droits d'auteur qui concerne un petit peu aussi l'évaluation du point de vue des étudiants cette fois-ci. C'est-à-dire que les étudiants n'ont évidemment pas du tout le droit de présenter le contenu généré par IA comme leur propre œuvre. Non pas qu'on puisse considérer l'IA comme un auteur, puisque ce n'est pas une personne physique, ce n'est pas une personne contre qui on pourrait se retourner légalement, mais parce que ça n'est pas quelque chose que vous avez fait. Et donc, du point de vue de l'intégrité et de l'honnêteté intellectuelle, on va promouvoir un usage approprié de l'IA et pas un copier-coller pur et simple. Je te laisse la parole, Simon, pour l'état des lieux côté québécois. Oui, donc au niveau québécois, on a eu un guide publié par le ministère, le guide sur l'utilisation pédagogique, éthique et légale, qui a été publié au mois de novembre dernier, dans lequel le ministère va faire une liste de toutes les choses qui doivent être considérées. La majorité des recommandations sont au niveau de réflexion que le personnel doit avoir avant d'utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit par rapport au fait que les intelligences artificielles, les systèmes peuvent parfois générer des fausses informations, on doit y réfléchir, les systèmes sont parfois biaisés, on doit y réfléchir aussi. L'évaluation, on doit revoir nos pratiques d'évaluation. Donc, il y a énormément de choses, de pistes de réflexion qui ne sont pas des balises coulées dans le béton, mais vraiment des pistes de réflexion à avoir par le personnel avant d'utiliser l'intelligence artificielle. Il y a par contre certaines balises qui, elles, sont un peu plus coulées dans le béton et entre autres en ce qui trait avec l'utilisation de la correction assistée par intelligence artificielle. Donc, le gouvernement stipule noir sur blanc que si un enseignant veut utiliser un logiciel pas pour générer des évaluations, mais vraiment pour corriger les productions des élèves, il doit s'assurer d'utiliser un logiciel qui est validé par l'organisme, donc le centre de services scolaires ou encore les ressources technologiques de l'école privée dans leur cas. Lorsqu'on utilise un logiciel en classe, bien évidemment, on doit s'assurer un peu les mêmes lignes directrices qui ont été nommées par Manuela au niveau de la Belgique, mais s'assurer que, par exemple, qu'on ne va pas mettre de données nominatives des élèves, s'assurer qu'on fait attention au contenu qu'on va lui donner au niveau du droit d'auteur, des choses comme ça. Donc, c'est très similaire à ce niveau-là, mais plus sous forme de réflexion à avoir sur le sujet. Au Québec, on a aussi la loi 25, comme je le disais, sur la protection des données personnelles. Donc, on doit encore une fois faire attention aux données qu'on va donner. Mais il y a aussi présentement ce que certains appellent un moratoire ou la suspension de l'utilisation des assistants virtuels s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative qui est en vigueur depuis le mois de mars. Ce n'est pas un moratoire pur et dur, dans le sens que le ministère n'interdit pas d'utiliser des outils d'intelligence artificielle, mais ils mettent en place, ils demandent qu'une démarche structurée soit mise en place par un organisme avant, par exemple, de mettre des outils d'IA dans les mains des élèves. Donc, ce qu'ils veulent vraiment s'assurer, c'est qu'avant qu'une école décide d'envoyer tous leurs élèves utiliser des outils d'IA ou avant de valider certains nouveaux usages d'intelligence artificielle, que les réflexions soient menées, par exemple, sur où vont les données qui sont entrées dans le système. Est-ce qu'ils sont réutilisés pour le réentraînement des modèles ou encore est-ce que ça peut se retrouver à quelque part d'autre? Donc, c'est toute une liste de questions que les organismes ont à se poser avant de pouvoir aller de l'avant dans le déploiement de nouvelles initiatives en intelligence artificielle. Bref, on doit faire attention au niveau légal pour s'assurer que tout est conforme et lorsqu'on l'utilise, on doit avoir les bonnes réflexions pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi en classe. Oui, alors il y a justement des chiffres qui nous montrent que il y a aussi un peu un décalage entre les appropriations qui se font déjà par les élèves et les apprenants et par les professeurs, le personnel.
Effectivement. En fait, ça, c'est le sondage le plus récent que j'ai trouvé sur la question, un sondage qui a été mené sur à peu près 1000 participants, 9 participants sur 10. Et là, c'était seulement au Canada, là, donc ils ont sondé 1000 adolescents ainsi que leurs parents ou leurs enseignants. 9 adolescents sur 10 utilisent l'intelligence artificielle. 71% jugent en faire un usage qui est efficace et 73% un usage qui est responsable. Par contre, 38% du personnel juge que les jeunes en font un usage efficace et 36% un usage responsable. Donc, beaucoup de jeunes utilisent les systèmes d'intelligence artificielle. La majorité d'entre eux pensent bien le faire, mais les enseignants ont une autre opinion de la situation. Et une autre statistique que j'ai trouvée intéressante dans le rapport, 54% des jeunes et 53% de leurs parents estiment que l'IA aide dans l'acquisition de connaissances, mais juste 40% du personnel ont le même avis. Donc, on voit qu'il y a une certaine disparité entre ce que les jeunes et parfois leurs parents pensent faire de l'usage de l'intelligence artificielle et l'opinion que vont avoir les enseignants sur le sujet. Et ce qui contraste avec ça aussi, hein, tu as compilé, Manu, quelques petites anecdotes que tu as déjà entendues, que ce soit d'un point de vue élève ou d'un point de vue professeur, finalement. Oui, voilà, c'est super intéressant en fait d'être à l'écoute un petit peu de ce que les enseignants disent, notamment en formation, puisque moi c'est là que je les rencontre. Et récemment, ça date ici du mois de septembre, début octobre, j'ai 2 enseignants qui m'ont dit des choses super intéressantes et qui me disent, voilà, j'ai un jour une élève, une bonne élève, une élève vraiment appliquée, une élève qui a envie de bien faire, qui me dit que récemment, dans des travaux écrits qu'elle a dû rendre, les faire à la maison et puis les rendre aux enseignants, elle laisse exprès des fautes d'orthographe pour ne pas que le prof croie qu'elle a utilisé l'IA. Je me dis, ben, c'est quand même un comble qu'une élève qui, a priori, a une orthographe correcte, se dise que pour ne pas être prise en défaut et qu'on ait l'impression qu'elle a utilisé l'IA, elle laisse exprès des fautes d'orthographe. Alors, on sait que l'IA peut être aussi humanisée, hein, comme on dit, faire un petit peu le mode humanizer. Mais je trouve que ça pose quand même question quand les élèves commencent à développer ce genre de stratégie pour se différencier, finalement différencier un travail qui a été fait de leurs mains entièrement d'un travail qui a été fait par l'IA. Ouais. Et puis un autre enseignant m'a dit, en fait, finalement, je suis face à des élèves qui utilisent l'IA non pas pour faire des gains de temps ou parce que ceci ou parce que cela, mais parce qu'en fait, ils estiment que ce qui va ressortir comme production de l'IA a plus de valeur, aura plus de valeur aux yeux de leurs enseignants que ce qu'ils peuvent eux-mêmes produire. C'est-à-dire qu'en fait, leur sentiment de compétence baisse drastiquement par rapport à ce qu'ils peuvent sortir de l'IA et donc ils n'osent plus finalement produire des travaux eux-mêmes. Donc ça aussi, je trouve que c'est hyper questionnant. Et donc j'avais envie de commencer aussi ce webinaire en disant, en fait, on n'est pas uniquement là quand on parle d'IA et d'évaluation pour traquer les élèves qui utilisent l'IA et faire en sorte qu'ils ne le fassent pas ou qu'ils soient punis, ou etc., etc. On est aussi là pour faire en sorte que ça devienne un outil avec lequel ils puissent se sentir à l'aise, qu'ils puissent avoir un regard critique là-dessus, et surtout que ça ne les dévalorise pas dans un autre sens. Parce que pour moi, c'est vraiment des enjeux questionnants. Ouais. Puis c'est quelque chose qui est arrivé aussi tellement vite hein, que finalement, c'est très difficile de s'adapter. C'est notamment pour ça qu'on a autant de monde aussi ce soir, c'est que c'est des questions Ouais. du quotidien qui sont arrivées très très vite, où généralement les élèves se sont plus vite adaptés à l'IA que les professeurs, et donc il y a aussi plein de choses à remettre en question, et notamment l'évaluation, comme on le voit dans notre thématique du jour. J'aimerais aussi ajouter, désolé pour la cloche, que il y a aussi un tabou par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui va rendre difficile d'avoir cette conversation-là. D'un côté, les enseignants ont peur de s'en faire passer une par des élèves qui utilisent l'IA quand c'est pas supposé. De l'autre, les élèves ne veulent pas se faire accuser à tort de plagiat s'ils ont des bonnes, mais pour pouvoir régler ce tabou-là, il faut en discuter. Mais comme c'est un sujet qui est tabou dans les écoles, c'est un peu difficile à aborder parfois. Mais c'est important d'ouvrir ce canal de communication-là si on veut pouvoir tranquillement démêler cette situation-là auprès autant là, des élèves que du personnel. Je pense qu'on serait tous gagnants à en discuter plus avec nos jeunes. Oui, puis je vois Mélanie et Stéphanie qui parlent aussi de la peur des sanctions, de la peur de la politique tolérance zéro, entre guillemets.
c'est super intéressant, je trouve, ou Sonia qui dit mes étudiants ne peuvent pas admettre que l'IA commet des erreurs. Donc, effectivement, en discuter avec eux et aussi faire des espèces d'expériences avec eux en disant voilà, faisons nous-mêmes, posons une question à l'IA, on va essayer de décortiquer un peu ce qui ressort. Voyez qu'en fait, l'IA, elle ne fait pas non plus que des choses extraordinaires, que vous avez aussi tout le contexte, vous êtes venu au cours, vous avez assisté, vous avez fait les exercices, etc. Vous avez une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Vous pouvez, de manière collaborative avec l'IA, essayer de faire quelque chose qui devient intéressant pour remplir les objectifs que je veux vous transmettre. Donc, être vraiment dans ce dialogue avec les élèves pour ne pas qu'il y ait cette peur de l'IA, ça me paraît pertinent. Oui, et très clairement, je pense que c'est la capacité qu'il faut développer le plus à partir de maintenant, c'est cette notion d'esprit critique aussi, parce que comme tu me dis, les élèves n'admettent absolument pas que l'IA peut se tromper, alors que si on peut, il y a tout plein d'exemples, et donc l'esprit critique est plus important que jamais. Tout à fait. Et j'aime bien Cléo qui dit donner l'exemple, on va en parler tout à l'heure d'isomorphisme, mais donner l'exemple, dire que nous aussi on l'utilise, que c'est OK, ça peut clairement dédramatiser les choses. Merci pour ce témoignage-là. Alors, on voulait mettre en lumière un concept qui n'est pas tout neuf, finalement, qui date de 96, si j'en crois ta slide, mais justement qu'on pouvait, ici, la situation à laquelle on fait face, on peut la remettre dans un contexte assez théorique, finalement. Oui, effectivement. Donc, vous connaissez probablement tous et toutes ce principe d'alignement pédagogique qui date effectivement de 1996, mais qui est toujours bien d'actualité. On a vu, par rapport à tous les témoignages que vous venez de donner, que clairement l'IA a des répercussions sur les stratégies d'évaluation. Mais on avait envie aussi de remettre un petit peu ça dans un contexte un peu plus systémique en disant que oui, si il y a des répercussions sur les stratégies d'évaluation, il y a forcément aussi des répercussions sur les deux autres composants de cet alignement pédagogique que sont les objectifs d'apprentissage ou les acquis d'apprentissage. C'est nommé différemment en fonction de si on est en Belgique ou au Québec. Et tout ce qui est lié aux activités d'apprentissage, puisqu'on sait que effectivement, ça a des conséquences sur les stratégies d'évaluation, mais que potentiellement aussi, ça remet en question ce que nous estimons être nécessaire comme compétences à développer par nos élèves, par nos étudiants, au terme de notre unité d'enseignement, de notre cours, de notre année d'études, etc. Donc, de se dire, est-ce que c'est encore nécessaire de développer telle et telle compétence? Est-ce qu'on ne doit pas rajouter telle et telle compétence nouvelle puisque l'IA est là? Et du coup, puisque les objectifs changent, puisque les stratégies d'évaluation changent, forcément, ça a une implication aussi sur les activités d'apprentissage, puisqu'on sait que ces activités qu'on mène tout au long de l'année avec nos étudiants et nos élèves, ils ont pour but de les préparer aux stratégies d'évaluation pour développer ces fameux objectifs d'apprentissage. Donc, tout ça est lié et il ne faudrait pas uniquement penser que ça a une répercussion uniquement sur les stratégies d'évaluation, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus large. J'ai encore entendu un témoignage récemment qui disait moi, j'autorise les élèves à utiliser l'IA pendant l'année, mais je leur dis clairement que ce sera non à l'examen. C'est assez incohérent de dire ça, puisqu'en fait, ça veut dire que pendant l'année, on autorise les élèves à utiliser l'IA pour faire leurs devoirs, pour faire leurs recherches, etc. Mais qu'à l'examen, ils sont censés le faire sans l'IA. Donc, en fait, là, on ne prépare pas pendant l'année les élèves à réussir l'examen. On leur donne un outil pendant l'année, puis on leur dit à la fin, en fait, tu vas faire toutes tes tables de multiplication sans calculette, alors que toute l'année, tu les as fait avec. Ça n'a aucun sens. Donc, il va falloir vraiment être cohérent, être aligné dans nos stratégies. Ouais, alors je lis un petit peu les commentaires, très nombreux dans le chat. Véronique nous dit, dans mon collège, on a commencé une réflexion sur les TFE en réto avec l'IA. Ah, ça c'est top. J'avais vu Cléo aussi qui disait, pour les travaux évaluation, j'ai décidé finalement de faire avec et pas contre l'IA. Et aussi, Martine nous dit, oui, l'IA est souvent associée à un outil de triche. Et un cas vécu aussi par Michael, l'étudiante a bon, l'IA a mauvais, mais l'étudiante choisira l'IA parce que pas confiance en ses capacités. Donc voilà, tout ça pose question aussi et nous montre aussi justement que pour les enseignants, il y a souvent différentes postures aussi que tu as pu constater, Manuela. C'est exactement ce que j'allais dire. On est typiquement là-dedans.
Une fois qu'on s'est rendu compte, tu disais un témoignage dans le chat qui disait finalement je fais avec, une fois c'est qu'on s'est rendu compte que cette IA elle était là, on peut encore avoir, d'après nous, c'est une publication qui vient du Louvain Learning Lab à l'UC Louvain ici en Belgique. Il pourrait encore y avoir 3 postures différentes qu'on peut adopter par rapport à cette IA-là, principalement dans le cadre de l'évaluation. Alors, ces 3 postures, elles sont sans aucun jugement. Il n'y en a pas une qui est bonne, une qui est mauvaise. On va d'ailleurs voir juste après des exemples de différents cas par rapport à ces postures. La première, c'est la posture de l'évitement. C'est de dire, moi, je ne veux pas que mes élèves utilisent l'IA dans le cadre des évaluations pour ce cours-là, pour cet objectif-là. Par exemple, pour limiter le risque de tricherie, mais aussi peut-être parce qu'on estime que ce sont des compétences qui doivent absolument être développées par les élèves, par les étudiants sans IA, parce que c'est des choses qui doivent être maîtrisées. À l'opposé, on a une posture qui est plus de l'ordre de l'intégration, de dire, voilà, je sais que l'IA existe, je sais qu'elle est là, je sais que c'est des compétences que mes élèves vont devoir développer, notamment en termes d'esprit critique, etc. Et donc, je vais faire en sorte que ça rentre aussi dans mon cours et dans mes activités d'évaluation pour faire ça finalement avec eux et développer ces compétences-là. Et puis, au milieu, entre les deux, il y a la posture qu'on a appelée la posture de contournement et qui vraiment entre les deux en disant je sais que ça existe, je sais que c'est là, mais il y a quand même des compétences que je veux que mes élèves développent et du coup je vais adapter mes consignes, je vais adapter les questions le dispositif d'évaluation pour que même s'ils utilisent l'IA, je ne vais pas interdire de l'utiliser, mais que même s'ils l'utilisent, ça n'est pas suffisant pour remplir l'ensemble des consignes que je vais donner. Et donc, on va voir toute une série de moyens pour faire en sorte que ça puisse être réalisable, voilà, avec des questions qui viennent encore à la suite. Donc, cette première… pardon. Dans ces 3 postures, il y a un commentaire assez intéressant dans le chat. Je vais t'inviter, Simon, à rebondir dessus, peut-être, parce qu'il dit justement, c'est un commentaire de Patrick, qui dit qu'il est difficile avec le moratoire au Québec et les interdictions d'utilisation de l'IA par nos élèves de faire face aux différents tabous reliés aux échanges intégrables par la suite dans nos classes. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a tout ce moratoire, ça devient un tabou et ça devient compliqué d'en parler finalement. Oui, c'est sûr que c'est possible d'aborder la question sans faire manipuler les élèves, dans le sens qu'on peut leur présenter des situations de la vie quotidienne, en discuter des enjeux de société qui sont reliés à l'intelligence artificielle. Il y en a plus qu'un, il faut juste aller voir dans les médias, en discuter avec les jeunes. Fait que c'est sûr que c'est possible d'en parler, mais effectivement, comme il y a le moratoire, comme il y a différents interdits, ben, c'est difficile de le mettre en application en classe. Donc, on peut en discuter sans forcément leur montrer comment bien le faire. On dit souvent, on ne veut pas que les élèves utilisent mal l'IA, on veut qu'ils utilisent bien l'IA, mais si on veut qu'ils l'utilisent bien, il faut leur montrer comment bien l'utiliser. Donc, c'est le petit commentaire que j'avais à faire sur ce commentaire-là. Je suis 100% en accord avec la personne qui l'a écrit. Merci beaucoup, Patrick. Avec Patrick. Alors, justement, on va parler maintenant de la première posture qui est l'évitement. Hein. C'est un peu ça, finalement. Hein. On est dans l'évitement. On n'a pas trop envie de mettre les mains dans le cambouis et on se cacherait derrière ce moratoire. Alors oui, effectivement, c'est ce que tu dis, Adrien, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut aussi adopter cette posture d'évitement de manière totalement positive. C'est-à-dire, par exemple, voilà, moi je suis prof de français, imaginons, c'est pas le cas, mais imaginons que je suis prof de français et mon objectif, c'est de faire comprendre aux élèves comment est-ce qu'on fait un résumé de texte. Ou je suis prof de français et mon objectif, c'est de faire comprendre comment est-ce qu'on réalise un travail de A à Z, c'est quoi le processus de réalisation d'un travail. Ce sont toutes des choses que l'IA fait de manière assez facile, mais si c'est votre objectif de cours, si vous estimez que c'est une compétence indispensable à faire développer par vos élèves et vos étudiants, eh bien, l'IA ne devrait pas interférer là-dedans. Et donc, vous pouvez le faire, par exemple, en classe pour éviter que l'IA le fasse à votre place. Mais pas uniquement. Vous pouvez aussi, par exemple, dire, ben voilà, moi, en fait, j'ai 500 étudiants, j'ai pas d'autre choix que de faire du QCM parce que j'ai pas le temps de corriger directement tous des travaux différents. Et du coup, bah, en fait, je n'ai pas beaucoup d'autres choix que de faire du QCM puisque je veux éviter la triche avec l'IA. Je veux que ce soit des compétences qui soient développées par mes élèves. Donc, on est dans une espèce de paradoxe, une espèce de complexité par rapport à cet évitement. Et je vais peut-être te laisser, Simon, partager aussi cette chouette exemple que tu avais de ton côté pour dire que l'évitement, ça peut aussi être positif.
Effectivement, parce que l'évitement, c'est pas juste de dire on est anti-IA puis on veut pas, comme on le disait si bien, des fois, il faut être capable d'évaluer une compétence sans interférence de technologie. Dans un projet dans lequel on faisait à l'école, c'est un exemple que j'aime beaucoup faire, je l'ai fait au printemps passé, nos élèves devaient remplir un cahier de recherche sur une centrale énergétique et par la suite aller la construire dans Minecraft. Avant, on évaluait le cahier et on évaluait la centrale. Maintenant, on n'évalue plus le cahier parce que ce sont toutes des questions que les IA génératives sont capables de répondre, mais on passe les élèves en entrevue d'équipe sur le sujet. Ça nous permet deux choses. Premièrement, voir est-ce que l'élève maîtrise bien son sujet, parce que s'il ne comprend pas comment une centrale hydroélectrique fonctionne, c'est difficile après ça d'aller la fabriquer. Puis on a réalisé que des fois, les élèves sont bons pour répondre à des questions, remettre des informations qu'ils trouvent en ligne sans vraiment trop les comprendre. Donc, ça nous permet de faire cette validation-là. Mais par la suite, ça permet aussi de voir si l'élève est vraiment en maîtrise. Là, donc, s'il a utilisé de l'IA, on va s'en rendre compte tout de suite s'il n'est pas capable de répondre à nos questions. Mais, donc, c'est vraiment une validation qui va se faire à l'oral, qui nous permet de vérifier c'est quoi le niveau de compréhension de l'élève, son niveau de compétence, et par la suite, il va terminer le projet. C'est une manière de faire. Je sais que ça ne s'applique pas forcément autant facilement quand on a 40, 50 élèves en enseignement supérieur. Ça peut se faire quand même, mais différemment. Mais bref, ça peut être une des méthodes qu'on utilise pour vraiment avoir une bonne lecture du niveau des élèves. Il y avait aussi un petit exercice qu'on a fait et qu'on fait souvent en formation, notamment depuis tout à l'heure, je vois Laurent dans le chat qui parle du programme AI for Edu qu'on a lancé en Belgique et qui arrive maintenant au Québec aussi de votre côté grâce à l'école branchée à Laurent. Un petit exercice qu'on fait assez bien dans le module 9 de ce parcours qui traite justement des évaluations et des travaux académiques, c'est de soumettre des devoirs rédigés par des humains et des devoirs rédigés par des IA à des détecteurs d'IA pour voir si c'est efficace. Tu l'as fait de ton côté, Simon, qu'est-ce que ça a donné? Oui, je l'ai fait avec 4 logiciels différents. Une copie d'un même travail fait en 2019, donc pré-ChatGPT, une copie faite en 2024, mais par une élève qu'on juge fiable, et une copie faite entièrement par ChatGPT. Et les 4 outils nous donnaient le même résultat pour les 3 copies. Donc, les 2 premiers outils nous disaient que c'était probablement des IA, les 2 derniers, probablement des humains. C'est rien de scientifique comme étude, ce qu'on a fait, mais c'est sûr que si on veut un peu comme au tribunal avoir une preuve noir sur blanc qu'il a utilisé l'intelligence artificielle, je ne crois pas que ce sont des détecteurs qui vont être notre outil-là et peut-être qu'il faut changer notre approche par rapport à ça. Notamment, une manière de faire, en fait, c'est aussi de faire confiance à son œil humain. Ici, on a un exemple de travail qui a été réalisé par une IA, entièrement par une IA. Alors, je ne sais pas si votre œil est aussi aiguisé que ce que j'ai pu tester, en tout cas moi. Moi, ce qui me saute aux yeux directement quand je vois des extraits comme ceux-ci, rien que dans la mise en forme du texte, on voit typiquement, vous voyez ces paragraphes qui sont toujours de la même taille les uns à la suite des autres, avec des titres et des sous-titres, des mots écrits en gras, etc. Ça, c'est typiquement des choses qui viennent de l'IA. Pareil pour dans les sources et la bibliographie. Je vois ici, par exemple, que le premier lien, qui est un lien Wikipédia, ce que les élèves font aussi, a été consulté le avril 7 2024. Clairement, c'est une traduction de l'anglais, parce qu'en français, on ne dit pas ça. En tout cas, en Belgique, on ne dit pas ça. Et je vois que tous les autres documents, mais la bibliographie faisait 3-4 pages, tous les autres documents ont tous été consultés le 7 avril 2024. Je dis, c'est pas possible qu'en fait, l'élève, il ait fait tout son travail en une seule journée, ou en tout cas, il ait consulté tous ces sites en une seule journée. Puis, je vois aussi que c'est des sites qui, parfois, n'ont rien à voir, comme il y a une information, on est sur un truc d'art, et il y a une information qui vient d'un site d'une agence immobilière. Donc, en fait, il y a des choses qui, clairement, même à l'œil humain, peuvent sauter aux yeux. Puis, vous connaissez vos élèves, vous connaissez vos étudiants. Donc, il y a toute une série de critères, en fait, que vous avez déjà en tête et qui sont parfois beaucoup plus pertinents qu'un détecteur d'IA. Et puis, du coup, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est après confronter l'étudiant, aller lui poser la question, en disant, voilà, je remarque ici clairement, d'après moi, c'est quelque chose qui a été fait par l'IA. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas annoncé dans ton travail que tu avais utilisé l'IA pour ceci ou pour cela, alors que c'était dans les consignes, si ça l'était évidemment. Et c'est en dialogue avec l'étudiant qu'on va pouvoir arriver à nos fins finalement. Alors, je vais juste revenir avant de passer à la suite, parce que Simon, tu as éveillé la curiosité de nos spectateurs, parce qu'ils ont demandé quels sont les 4 outils utilisés pour la détection
humain-IA dans le petit exercice. Est-ce que Merlin en fait partie? Question de Denis et question similaire de Frédéric. Tu as voulu taire ces outils à différentes fins ou pas du tout? Je vais avouer que j'ai voulu taire les outils. Quand j'ai vu le nombre de participants, je me suis dit, je ne vais pas me faire dire que je viens salir la réputation d'une compagnie. Non, il n'y a pas Merlin parmi les 4 que j'ai essayé, mais je vais taire les 4 logiciels pour éviter de me faire Voilà, dire que c'est ça. on respecte l'anonymat à ce niveau. De toute façon, quel que soit le logiciel, il n'y en a aucun qui est 100% fiable. Et au-delà de leur fiabilité, il n'y en a aucun qui peut être utilisé au sein d'un jury. Ce genre d'outil se protège systématiquement en disant les résultats que vous obtenez dans ce détecteur d'IA ne peuvent pas être utilisés au sein d'un jury. Chez nous, en tout cas à l'université, clairement, ça n'est pas quelque chose de recevable. Donc, ça peut vous donner une idée, éventuellement, mais qui peut tout à fait être fausse. Donc, ne vous basez pas là-dessus pour un jury de mémoire, par exemple, de thèse, de travail de fin d'études, etc. Ça n'a pas de sens. Et donc, même que la majorité des universités pour lesquelles j'ai consulté la documentation le disaient que ce n'était pas quelque chose qui était admissible dans leur propre processus. Ouais. Nous, ce qu'on a décidé de faire à l'école, j'aimais bien quand on disait on connaît nos élèves, c'est de se faire une liste de choses, un peu de drapeau rouge, je vais dire, de choses que quand on lit un texte, ça peut être des indicateurs qu'il y a quelque chose de louche. Par exemple, si le niveau de langage est soudainement beaucoup plus sophistiqué, si l'élève dans son travail mobilise des connaissances qui sont beaucoup plus poussées, et nous, en fait, ça, l'enseignant peut cocher, mais ce n'est pas un nombre après 3 coches, ça veut dire c'est il a coulé quoi que ce soit, c'est juste pour se poser des questions, pour les enseignants qui sont un peu moins techno, qui connaissent un peu moins l'IA pour éveiller les soupçons, mais par la suite, ça devient une entrevue avec la direction adjointe. Puis la raison derrière ça, c'est pour avoir la conversation, parce que des fois, l'élève, on va choisir un sujet, puis c'est tellement son centre d'intérêt qu'au lieu d'avoir un 50 ou un 60 %, il va avoir un 80 % parce qu'il va y avoir mis beaucoup plus d'efforts, il va être beaucoup plus motivé parce que c'est quelque chose qui l'intéresse. Puis des fois, l'élève, il va avoir fait beaucoup de lectures, donc il va être capable de s'exprimer avec un niveau de langage qui est différent sur le sujet. Et on a des élèves qui progressent aussi. C'est pas parce que soudainement, un élève qui était moins bon à l'habitude nous remet quelque chose qui est vraiment bon que « Oh mon Dieu, il a triché ». Nous, c'est pour ça qu'on croit à ouvrir cette conversation-là. Puis on pose des questions à l'élève. Puis si on se rend compte qu'il connaît son sujet, il connaît ce qu'il a écrit, ben on dit « OK, c'est beau, tout est correct ». Puis là, ben, si jamais on voit qu'il n'est pas capable de nous expliquer certains des mots qu'il a mis dans son texte, ben là on a des preuves qui sont probablement un peu plus fiables qu'un détecteur d'intelligence artificielle. Ouais. Ça, au final, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure via l'esprit critique. Ben, on peut déjà aussi faire ce genre d'exercice avec son propre esprit critique, avec une grille comme tu la présentes ici, de se dire voilà, on n'est pas détective, mais il y a des indices quand même qui laissent présager l'utilisation ou pas de l'IA. Donc ça, on était vraiment dans une première posture qui était l'évitement. Maintenant, on va parler du contournement avec Manuela. Voilà, le contournement, donc c'est essayer de faire en sorte que la manière dont on pose les questions, la manière dont on rédige les consignes font que l'IA ne va pas être suffisante pour répondre à la question. Alors, c'est quelque chose qui était facile il y a 2-3 ans. C'est quelque chose qui est de moins en moins facile parce que l'IA est de plus en plus efficace. L'IA est de plus en plus contextualisée, l'IA connaît de plus en plus de choses, est entraînée sur de plus en plus de données. Et donc, on se pose la question en 2025, est-ce encore possible? J'espère que c'est encore un petit peu possible et je vous donne quelques exemples ici. Par exemple, poser une question et demander de justifier la réponse en explicitant le processus de réflexion, par exemple. C'est quelque chose que l'IA a parfois plus de mal à faire qu'un élève. Contextualiser aussi la question par rapport à un concept, par rapport à une situation réelle qui est proche de l'étudiant, basée sur un fait d'actualité, quelque chose qui se passe proche de chez lui et auquel l'IA n'aura pas forcément accès. C'est une bonne idée aussi. Et puis, techniquement aussi, on peut contourner l'utilisation de l'IA en variant le support de présentation lié à l'évaluation. C'est-à-dire qu'on peut demander un texte écrit, bien sûr, mais pourquoi pas aussi proposer aux élèves, aux étudiants de réaliser un podcast, un portfolio, une vidéo, un poster, un mind map, une carte conceptuelle, une chanson, de la musique, une présentation orale, etc. Chose que l'IA a évidemment beaucoup plus de mal à faire, ou en tout cas, on repère directement les choses qui ont été réalisées par l'IA et que l'élève ne sait pas défendre. Donc, on peut aussi varier le support pour que
pour que l'élève doive un minimum s'impliquer dans la réalisation de la tâche. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Puis la troisième posture, c'est la posture d'intégration totale. C'est de se dire, voilà, en fait, j'accorde à mes élèves, à mes étudiants, le fait pour une partie de l'évaluation en tout cas, d'utiliser l'IA. Alors, il y a deux postures, de nouveau, enfin deux sous-postures. Il y a beaucoup de profs qui me disent, en fait, moi, comme je ne sais pas vérifier si mes élèves utilisent l'IA ou pas, je vais augmenter le niveau de difficulté de la question. Et puis, ils utilisent l'outil qu'ils veulent, mais comme ça, en fait, ce qui valait un 12 maintenant vaut un 14 et ainsi de suite. J'augmente la complexité ou je différencie la notation par rapport à avant. Attention, c'est dangereux de faire ça parce qu'il y a aussi toujours des étudiants qui vont vouloir faire les évaluations avec leur tête simplement et ce serait dommage qu'eux soient pénalisés par rapport à ça. Donc, il va falloir essayer de la jouer fine pour que on tienne compte du fait que certains utilisent l'IA, mais qu'on ne pénalise pas ceux qui le font à l'ancienne, voire qui n'ont pas accès à certains outils simplement, parce qu'on parle de ça aussi, ou qui n'ont pas appris à prompter. On parle tout à l'heure, dans le chat depuis tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui disent, en fait, le nerf de la guerre, c'est de savoir prompter correctement. Je suis tout à fait d'accord ainsi, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à nos élèves. Alors, on ne parle pas de ça ici parce qu'on parle d'évaluation, mais ça fait partie de nos premiers modules, les tout premiers modules de formation, c'est comment est-ce qu'on fait un bon prompt. Donc ça va être quelque chose auquel il va falloir qu'on s'attelle aussi par rapport à nos élèves. Ce n'est pas seulement nous de savoir faire un bon prompt, c'est aussi de leur apprendre à faire un bon prompt. Mais on peut aussi l'intégrer d'autres manières, par exemple en leur disant, voilà, tu poses la question à l'IA et puis toi, tu critiques la réponse de l'IA. Ça, c'est super intéressant, évidemment. Justement, dans ce cadre, cette posture d'intégration, question de Christine qui est quand même assez intéressante, comment faire pour gérer la fracture numérique parce qu'on n'a pas tous accès aux mêmes outils non plus? Je te laisse répondre, Simon. Ça va dépendre de l'endroit dans lequel on va être, ça va dépendre des ressources de notre institution. C'est sûr qu'une institution qui est capable d'offrir des accès à un laboratoire d'ordinateur ou encore que chaque élève a son appareil, c'est sûr que ça l'aide à pouvoir gérer cette fracture-là. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on vienne agrandir la fracture numérique qui est déjà présente, je ne le sais pas en Belgique, mais au Québec, entre parfois les milieux favorisés et les milieux défavorisés. Et là, si en plus, on a des élèves qui ont accès à plus d'outils, mais qu'on leur enseigne comment bien s'en servir, et d'autres qui n'ont pas accès à des outils, et quand ils s'en servent, c'est un peu de manière cachée pour faire ce qu'ils ne sont pas supposés faire, bien, on va avoir une fracture numérique qui va encore plus s'agrandir. D'où le fait que, selon moi, c'est important qu'on parle d'intelligence artificielle à nos élèves pour éviter d'agrandir cette fracture-là. Je pense qu'on a une mission comme école par rapport à ça, de s'assurer que notre système d'éducation soit un ascenseur pour tout le monde, pour tirer tout le monde vers le haut. Mais ça, il faut parler de cette technologie-là parce que sinon, au même titre que les compagnies qui réussissent à bien intégrer l'IA vont se propulser vers l'avant, puis ceux qui font des essais mais que ça ne fonctionne pas, qu'ils ne le font pas bien, ça les tire vers l'arrière, bien, c'est un peu la même chose qui se produit, mais à l'échelle humaine. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a une responsabilité là-dedans en termes d'accès et en termes de compétences aussi, puisque finalement, on se rend compte que l'IA, quand elle est bien utilisée, elle aide beaucoup les étudiants qui ont déjà des facilités, alors que les étudiants qui sont déjà un petit peu à la traîne ou les élèves qui sont déjà un petit peu à la traîne et qui vont prompter moins bien ou qui vont avoir une moins bonne lecture de ce que l'IA va leur proposer, finalement, ça va les desservir parce qu'en fait, ça va se voir comme le nez au milieu de la figure qu'ils ont utilisé l'IA. Le prof va directement le capter, ça n'aura pas été intégré, ça n'aura pas été approprié, alors qu'en fait, un élève qui sait déjà décortiquer un petit peu les choses, ça peut être formidable comme utilisation. Donc, en fait, on est vraiment, comme tu le dis, dans quelque chose qui va augmenter la fracture numérique qui existe déjà, la fracture d'accès, mais aussi et surtout la fracture d'utilisation. Mm-hmm. Alors, on a aussi une question de Mathieu, justement, un peu pour rebondir là-dessus. Pour un travail que je vais évaluer, je n'ai pas interdit l'usage de l'IA, mais j'ai observé une très mauvaise utilisation de l'IA. Et donc, dans ma grille d'évaluation, j'aimerais pouvoir le signaler. Est-ce que vous avez des recommandations de critères à intégrer, par exemple, dans une grille comme celle qu'on a pu voir tout à l'heure? Demande à ChatGPT. C'est sûr que ça peut être une bonne idée, mais j'irais déjà juste la manière que l'élève va avoir géré l'information. En fait, c'est quoi l'usage qui a été fait? Si c'est un usage dans lequel l'élève s'en sert comme source d'information, bien là, ce n'est pas la même chose que s'il s'en sert comme assistant, par exemple. Donc, un élève qui va juste prendre l'information dans le chat GPT puis la mettre dans son travail comme si c'était une source, on pourrait le critiquer à ce niveau-là, qui n'est pas allé valider. Maintenant, l'élève qui s'en sert pour, je ne sais pas moi, se fournir des rétroactions à son travail, est-ce qu'il a appliqué les rétroactions ou pas? Donc, c'est différent. Ça va dépendre un peu de l'intention de l'usage de l'IA. On n'évaluera pas un usage de l'IA de la même manière si
selon l'usage qu'on autorise en classe aussi. Et donc, je me collerai quand même là-dessus. Mais ce sont des exemples. C'est parce que ça dépend toujours de votre intention pédagogique, c'est quoi derrière l'usage de l'IA. Si c'est pour l'écrire à la place des élèves, bon, mais est-ce que l'élève a fait écrire un texte puis après ça, il était capable de le mettre dans ses mots ou est-ce qu'il l'a copié-collé sans se poser de questions? Ça aussi, c'est une autre question qu'on peut se poser. Pour aller un pas plus loin dans l'intégration, je trouve ça intéressant d'aller faire un tour du côté de la taxonomie de Bloom, que de nouveau on connaît depuis de nombreuses, voire de très nombreuses années. Elle a été revisitée il y a quelques années, en 2023, si ma mémoire est bonne, notamment ici par l'UQAM, chez vous au Québec, pour être revue à l'ère de l'IA, justement. Et en termes d'intégration, c'est super intéressant de se dire que, en fait, dans les couches de compétences liées à la mémorisation ou la compréhension, c'est évidemment très facile d'utiliser l'IA et il y a peu de plus-value de ce point de vue-là parce que l'IA fait tout à la place de l'élève. Par contre, si on monte un petit peu dans les couches de cette taxonomie de Bloom, si on arrive à l'analyse, à l'évaluation ou à la création, et qu'on rentre vraiment dans une collaboration entre l'élève et l'IA, ben on commence à avoir des choses vraiment intéressantes à regarder du point de vue de l'intégration. Donc, je vous invite, si vous manquez un petit peu d'idées par rapport à comment intégrer l'IA dans vos pratiques d'évaluation, à monter justement un petit peu dans ces couches, ce qui va avoir plusieurs intérêts. Non seulement on sait que c'est plus intéressant du point de vue de la rétention des informations, par exemple, pour les élèves, mais on voit aussi que c'est une manière plus intéressante d'intégrer l'IA puisqu'elle ne va pas pouvoir faire les choses à la place des élèves, mais elle va pouvoir collaborer avec les élèves pour rendre des évaluations intéressantes cognitivement parlant. Donc, je vous invite à aller voir ça, c'est super important. Et d'ailleurs, tu as quelques petits exemples aussi à nous Oui, exactement. De ce qu'on pourrait faire dans ce type d'exercice. Des petits exemples d'intégration réussie, entre guillemets, proposer aux élèves de créer un diaporama à la maison ou en classe, peu importe, et puis de valider avec l'IA si les consignes ont bien été respectées. Hein. Tu disais tout à l'heure, Simon, que l'étudiant se fasse faire son propre feedback par l'IA, on est tout à fait là-dedans. Donc, je donne mon diaporama, je donne les consignes que le prof m'a données, je demande à l'IA de vérifier si j'ai bien fait les choses et éventuellement de me donner quelques conseils pour m'améliorer, voir s'il y a des choses qui peuvent être modifiées. Demander à l'IA de répondre à une question posée que vous auriez posé il y a 5 ans ou il y a 10 ans déjà, par exemple, mais demander à l'élève de critiquer la réponse de l'IA. Ça, c'est super intéressant aussi. Et puis, ça développe des compétences liées à la matière, mais aussi des compétences liées à l'esprit critique. Et puis, faire résoudre un problème complexe par l'IA et demander aux élèves d'expliquer les étapes par lesquelles l'IA est passée, vérifier ces différentes étapes, corriger pour rendre la réponse in fine. C'est super intéressant aussi. Et puis, finalement, ça fait gagner du temps, ça permet d'aller plus loin dans les évaluations. Donc, pourquoi pas aussi le prendre comme un tremplin. Alors, on répond beaucoup à vos questions durant ce webinaire et on va le faire encore, hein, n'hésitez pas à nous les poser. Mais maintenant, on va faire un petit peu appel à vous, parce qu'on aime bien vous faire participer également avec quelques petites questions que Manuela nous a concoctées. Moi, je les activerai directement dans l'onglet sondage, donc rendez-vous dans l'onglet sondage d'ici quelques instants. Alors, les questions, elles partent de ce constat-ci, de savoir finalement, les évaluations que vous proposez encore à vos élèves, à vos étudiants aujourd'hui, est-ce qu'elles tiennent compte de la posture que vous voulez prendre? Maintenant que vous connaissez ces 3 postures. Est-ce qu'elles tiennent compte de vos valeurs? Est-ce qu'elles tiennent compte de vos connaissances aussi? Est-ce qu'elles tiennent compte des balises de votre institution? On en a assez peu parlé, on va en parler juste après, d'éventuellement des choses que votre institution aurait déjà mis en place, une réflexion qui aurait déjà été menée au sein de votre école, par exemple. Est-ce que vos évaluations actuelles tiennent compte de tout ça? Et alors je vais évidemment pas la possibilité de donner la parole aux 173 participants qui nous suivent maintenant, mais peut-être que dans le sondage, vous pourriez me dire, à votre avis, est-ce que les évaluations suivantes, des exemples de questions assez généralistes et assez classiques, est-ce que vous pensez que l'IA est capable de répondre à ces questions-là? Voilà la première question, par exemple. Est-ce que vous pensez que l'IA est capable de créer un logiciel qui sera lui-même capable de résoudre un problème mathématique complexe et de l'accompagner d'une explication approfondie de l'algorithme qui a été sélectionné? À votre avis, est-ce que si je pose ça comme question à un élève, est-ce qu'il pourrait demander à l'IA de le faire à sa place? Et donc, dans les choix de réponse, vous avez partiellement, entièrement ou non. Donc, on vous laisse quelques instants pour voter. Et pendant que vous répondez à ce petit sondage, on avait une réflexion assez intéressante qui a été posée dans l'onglet questions. Réflexion un peu plus macro finalement, mais qui dit que si on augmente le niveau d'exigence académique des travaux en supposant que tous les élèves utilisent l'IA,
cela exacerberait encore plus la dépendance des élèves à l'IA et le manque de confiance en eux-mêmes, en leur capacité cognitive. Donc, finalement, c'est un peu un cercle vicieux. Oui, et j'aurais tendance à... Oui? Vas-y. J'aurais tendance à dire aussi que ça implique qu'on est capable d'avoir une estimation qui est bonne du niveau de l'intelligence artificielle à un moment donné. Parce qu'à un certain point, si on dit, bon, ben, l'IA peut aider un peu, mais ne peut pas faire toute la tâche, donc on va permettre à l'élève d'utiliser l'IA, mais on va le juger plus sévèrement. Ben là, un élève qui prend une IA qui est, je veux dire, moins intelligente qu'une autre, va être pénalisé par rapport à l'autre pour un usage égal, mais d'un outil qui est différent. Puis après ça, peut-être qu'une semaine, vous commencez votre activité avec un groupe et l'IA est capable de faire X tâches. Et là, 2 semaines plus tard, quand vous terminez l'activité, ils ont sorti la nouvelle version du modèle qui est donc bien encore plus fantastique. Vous le savez à quel point ça évolue. Mais là, peut-être que là, l'IA est capable de faire toute la tâche au complet, puis l'élève devient facultatif à la réalisation de l'activité, ce qu'on ne veut pas, bien évidemment. Donc, c'est beaucoup de questions à prendre en considération, effectivement, si on veut y aller dans cette approche-là. Oui, et puis on est vraiment dans une... on est vraiment dans un questionnement de savoir qu'est-ce qu'on demande à l'élève, qu'est-ce qu'on demande à l'IA, et que l'étudiant finalement ou l'élève puisse avoir son propre regard critique là-dessus, et de se dire, en fait là l'IA elle raconte n'importe quoi, et donc il va falloir que je réponde différemment, que je repose ma question différemment, etc. Donc oui, on augmente de la dépendance et en même temps on se dit que c'est des outils qui sont à leur disposition et donc faire en sorte qu'ils développent cet esprit critique, notamment par le biais d'évaluation, et on sait qu'on n'apprend jamais mieux qu'en étant évalué, malheureusement, avec cette histoire de motivation extrinsèque, ça va être important que ce soit aussi intégré, alors peut-être pas partout dans toutes les matières, mais dans certaines en tout cas. Alors, je regarde un petit peu la réponse dans le sondage et je vois que 59% de nos participants disent que oui, partiellement en tout cas, et 36% oui entièrement. Alors, il y a 5% qui disent non. Alors, malheureusement, pour vous, c'est raté cette fois-ci. Mais pour les autres, oui. Donc, effectivement, l'IA, elle est capable de répondre à cette tâche et elle est capable de le faire entièrement puisqu'il y a aujourd'hui peut résoudre un problème mathématique complexe et peut expliquer comment est-ce qu'elle l'a fait, expliquer pourquoi est-ce qu'elle a choisi tel ou tel algorithme. Alors, ce ne sera pas toujours parfaitement correct, mais si on prompte bien les choses et si on lui demande une rétroaction de ce point de vue-là, elle est tout à fait capable de le faire sans aucun souci. Alors, la deuxième question, elle est du même type. À votre avis, si je demande à un élève d'analyser un texte, par exemple, du XXe siècle, en mettant en exergue les thèmes principaux et le style d'écriture, à votre avis, est-ce que l'IA est capable de le faire à sa place, entièrement, partiellement ou pas du tout? Alors là, déjà, on est beaucoup plus vite parti dans les oui entièrement. Oui. On est déjà à 93%, 95%. Oui, alors c'était plus facile peut-être que la première question. Effectivement, là, clairement, c'est quelque chose que l'IA peut tout à fait faire. Donc, si votre objectif, c'est de faire analyser un texte par les élèves, soit vous permettez qu'ils le fassent avec l'IA et puis qu'ils critiquent la réponse de l'IA, soit vous le faites faire en classe parce que clairement, c'est quelque chose que si vous faites juste que poser la question, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui vont le faire eux-mêmes. Tu dis justement critiquer la réponse de l'IA, c'était ce que Alain nous dit, hein, l'élève ne peut-il pas utiliser aussi l'IA pour critiquer justement, il y a ce travail inverse. C'est évident. C'est évident. Alors, la manière simple de le faire, c'est de faire critiquer la réponse de l'IA en classe. Et alors, on évite évidemment ce problème-là. Mais clairement, l'IA, soit même la même ou une autre, est excellente pour critiquer sa propre réponse, tant qu'on lui donne un petit peu les consignes, etc. C'est très facile à faire, c'est tout à fait correct. On peut le faire en classe. Ouais. Et alors, on a un dernier petit sondage à vous soumettre. Je te laisse le lire. Oui, alors si je demande à un élève de comparer les points de vue de 2 auteurs sur une thématique précise, puis d'en faire une interprétation dans le cadre d'un contexte donné et de présenter ce résultat en vidéo, est-ce qu'il va pouvoir le faire entièrement, partiellement ou pas du tout par une IA? Et donc, à votre avis? On vous attend dans l'onglet sondage. Ici, c'est plus disputé, hein, c'est quasiment moitié-moitié pour oui entièrement, oui partiellement. On a quelques noms quand même. Mais oui, ça reste deux moitiés d'un oui. Oui, c'est vrai. Donc, on est ici sur une IA qui va pouvoir faire une partie, c'est-à-dire que, par exemple, la comparaison des points de vue de 2 auteurs sur une thématique précise, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors, peut-être pas directement dans ChatGPT, mais si on va dans un notebook LM, par exemple, dans lequel on peut aller mettre des documents et d'en faire la comparaison, ou un autre RAG,
si vous avez suivi quelques-uns de nos modules, vous savez maintenant ce qu'est un RAG. Vous allez pouvoir faire ça assez facilement. Par contre, l'interprétation dans un contexte donné va évidemment dépendre du contexte. Si c'est un contexte connu, l'IA va pouvoir le faire, mais si c'est assez précis ou lié à une question d'actualité, ça va être plus compliqué. Et présenter le résultat en vidéo, si vous demandez évidemment que ce soit l'élève qui apparaisse dans la vidéo, l'IA ne va pas pouvoir le faire à la place de l'élève. Peut-être modifier ce qu'il dit éventuellement ou le faire dans une autre langue. Mais l'élève va quand même devoir se mouiller un petit peu. Donc ici, la bonne réponse était plutôt oui, partiellement. Ben voilà, c'est ce que on a eu une majorité de oui partiellement, très peu, hein, peut-être qu'ils viennent de le saisir justement. Comme par hasard. La réponse. Et par contre, comme Patrick spécifie dans les commentaires, c'est la partie résultat en vidéo. C'est sûr qu'un élève peut lire un texte qui a été généré par intelligence artificielle, mais ça paraît un peu quand un élève lit un texte. Il peut faire un résumé qui fait par IA, mais ça, on va le savoir. Donc, c'est sûr que l'élève qui s'enregistre et qui dit son analyse à voix haute, ben, ça peut être un élément intéressant pour voir un peu plus d'humanité dans le travail. Donc voilà tout ce que l'IA peut faire et aider les élèves à le faire. Mais voilà, ici, entre pédagogues et technopédagogues, on va aussi vous présenter différentes solutions pour vous faciliter un petit peu la vie également. Alors, on a parlé du côté élève, hein, la manière dont l'IA pouvait être directement utilisée dans les différents dispositifs d'évaluation par les élèves. On va regarder un petit peu du côté des enseignants maintenant. Alors, vous nous avez donné tout au début de ce webinaire toute une série d'usages super intéressants du côté des enseignants. Du coup, j'avais préparé une petite slide, mais elle paraît bien pauvre par rapport à tout ce que vous avez déjà proposé. Générer des questions de révision, des questions d'examen, générer une grille critériée, générer des vignettes cliniques, des exemples, des cas d'études, des situations, différencier les évaluations, on en reparlera encore un petit peu tout à l'heure, mais aussi de l'aide à la correction ou de la rédaction de feedback personnalisé, toute une série d'usages et complétée évidemment par toute la liste que vous pouvez retrouver dans le haut du chat, qui sont super intéressants de faire avec l'IA en fonction de nouveau de vos objectifs, du temps que vous avez devant vous, de ce que vous avez envie de faire à l'IA et on essaye de toujours le faire en toute transparence évidemment. Je te laisse, Simon, la parole pour le côté différenciation, justement. Oui, donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, quand on parlait là, de faire des évaluations à l'oral ou des choses comme ça, il y a la triangulation des apprentissages qui est une approche intéressante. Et Laurent de l'École branchée a fait un robot conversationnel qui peut aider à faire ça. Le lien est là. Je vois que le lien est dans le chat aussi. Il y a même un code QR si vous voulez scanner. Et on peut passer à la vidéo. Donc, on voit qu'il y a le robot qui est fait dans le ChatGPT et il y a des questions qui sont préfaites et par la suite, le robot va aider en fait là, à la création, que ce soit d'une grille de correction ou d'autres approches d'évaluation des apprentissages. Là, il va nous proposer plein de choses. Je vous laisse regarder. L'objectif, c'est vraiment de se dire, on a envie d'évaluer de plusieurs manières différentes sur une même thématique. Et du coup, nous, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu, hein, finalement, la triangulation en Belgique, mais de se dire, voilà, pour une même thématique, grâce à ce robot qui va pouvoir nous donner des idées, on va pouvoir aborder cette thématique par plusieurs angles différents. C'est intéressant. Et on peut lui donner des évaluations qu'on fait déjà. Si on a déjà une activité qu'on ne veut pas refaire au complet, mais seulement adapter, on peut lui donner les documents. La seule chose qu'on doit faire attention, c'est qu'il ne faut pas lui donner des documents s'ils sont protégés par droit d'auteur. Donc, on ne peut pas prendre une activité d'évaluation qui nous est, par exemple, fournie par un manuel scolaire ou des choses comme ça, puis la mettre directement dedans. Mais si c'est votre évaluation à vous, vous pouvez la prendre, la mettre et par la suite demander au robot qu'il vous aide là, à différencier les approches d'évaluation. Donc là, on voit que vidéo continue. On peut peut-être passer à la prochaine diapositive. Ouais. Voilà. Alors, maintenant qu'on s'est mis un petit peu d'accord sur ce qu'on allait mettre comme consigne dans notre travail, maintenant qu'on a aussi utilisé l'IA pour préparer notre évaluation, et on verra tout à l'heure quelques outils qui vont nous aider pour ça. Il y a des questions dans le chat tout à l'heure qui étaient en lien aussi avec la manière dont on va communiquer ça et les balises qu'on va pouvoir mettre. Donc, ça, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Alors, des balises communément admises, hein, on a fait un espèce de benchmarking de plusieurs documents de balises qui ont été produites par des établissements d'enseignement secondaire et supérieur.
en Belgique et au Canada, au Québec, au Canada. Et en général, des balises communément admises, qui peuvent être variables d'une institution à l'autre, mais qu'on retrouve dans la plupart de ces documents, c'est le fait de faire un usage critique, transparent et responsable des IA. Donc, les étudiants doivent s'engager à faire un usage critique. Hein, donc, je ne vous explique pas ce que veut dire le mot critique pour garder cet esprit critique sur les réponses que l'IA va nous donner. L'usage transparent, on est donc dans le fait de déclarer de quelle manière est-ce qu'on a utilisé l'IA pour faire nos travaux, pour faire nos évaluations, de faire un usage responsable, c'est-à-dire qu'on garde la responsabilité de toutes nos productions, même si elles ont été faites avec l'IA, c'est l'étudiant qui est responsable de ça. Évidemment, ces 3 critères sont aussi valables pour un enseignant qui utiliserait l'IA pour préparer ses cours ou ses travaux d'évaluation. Et alors, un critère qui s'applique un peu plus aux étudiants, c'est le principe d'authenticité, c'est-à-dire que si l'enseignant n'est pas capable de discerner s'il est en train de mettre des points à un étudiant ou s'il est en train de mettre des points à une IA, alors la réponse n'est plus considérée comme authentique et donc l'enseignant peut aussi déclarer qu'il ne sait pas évaluer ce travail puisqu'il n'est pas capable de dire si c'est l'étudiant ou si c'est l'IA qui l'a fait. Et alors, on rajoute parfois un dernier principe qui est le principe de conservation des sources, c'est-à-dire que les étudiants sont prévenus qu'à tout moment, les enseignants peuvent demander d'avoir accès aux prompts, aux requêtes et aux réponses de l'IA pour voir dans quelle mesure l'étudiant s'est bien approprié la réponse de l'IA pour la mettre dans son travail. Ça a 2 conséquences principales. De un, ça limite justement le risque de copier-coller puisque l'étudiant sait que potentiellement le prof peut demander à venir voir ces interactions avec l'IA. De 2, ça peut aussi protéger l'étudiant puisque un enseignant pourrait avoir tendance à juger un travail comme ayant été fait par une IA, alors que ça n'est pas forcément le cas, ou que l'étudiant a vraiment s'est bien réapproprié les choses. Et du coup, en montrant la preuve de son interaction avec l'IA, ça peut être aussi un moyen de protection pour l'étudiant qui explique qu'en fait, il a juste demandé une reformulation de certaines phrases ou une correction de l'orthographe par l'IA, mais que le reste du travail a été fait par lui. Donc ça, ce sont des balises qui sont communément admises. Et puis, on a un continuum d'usage entre les usages permis et les usages proscrits. Alors, que vous connaissez, qui sont assez classiques. Hein. Ce qui est permis, sans citer le fait que l'usage de l'IA a été fait, c'est utiliser l'IA comme un assistant linguistique, c'est utiliser l'IA comme un assistant à la recherche d'informations pour comprendre des choses, comprendre des concepts, ou de l'idéation, se donner des idées. À l'opposé, l'usage proscrit par excellence, c'est celui de présenter la production d'une IA comme la sienne, écriture du texte par l'IA ou réécriture d'un texte existant, par exemple. Mais entre les deux, on a un énorme continuum de choses, que ce soit dans le cadre de la préparation d'un travail ou dans le cadre de la rédaction d'un travail, qui vont évidemment varier, on va les classer d'un côté ou de l'autre en fonction de vos objectifs pédagogiques. Et donc, de là vient l'importance évidemment énorme de la communication, c'est-à-dire que vous devez, pour vous-même et pour vos élèves, pour vos étudiants, mettre par écrit de manière extrêmement précise ce que vous autorisez à faire avec l'IA et ce que vous n'autorisez pas à faire avec l'IA en fonction de vos objectifs pédagogiques et des objectifs pédagogiques non seulement de l'ensemble du cours, mais de cette évaluation-là en particulier. C'est-à-dire que c'est des consignes qui peuvent varier d'une évaluation à l'autre, ce n'est pas un problème. Et de les transmettre directement aux étudiants, si possible sous forme écrite, dans les consignes directement du travail, sur la plateforme numérique que vous utilisez avec eux, Moodle, etc. Ça éclaircit évidemment les possibilités pour les étudiants parce qu'on se rend compte que beaucoup des étudiants sont perdus parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire ou pas le droit de faire avec l'IA pour leurs évaluations. Et ça facilite évidemment les choses en cas de doute lors de la correction. Il a utilisé l'IA, oui, mais je ne lui avais pas dit qu'il ne pouvait pas. Alors du coup, on ne peut pas le lui reprocher. C'est des choses qui deviennent vraiment très inconfortables si on ne les a pas précisées à l'avance. Donc, on va essayer d'être le plus précis de ce point de vue-là. Question de Mathieu, est-ce que justement pour la transparence, tu recommanderais d'utiliser des pourcentages, par exemple 20% humain, 80% IA? Est-ce que non, c'est impossible de faire ce genre de choses. Alors, je ne sais plus si c'est à Mathieu que j'ai répondu dans le chat tout à l'heure en disant que nous, dans les formations du parcours AI for Edu, on se positionne assez bien sur base de ce qu'a proposé les normes APA, que vous connaissez probablement. Il y a toute une série de critères comment est-ce qu'on dit, pour déclaration d'utilisation de l'IA, notamment pour citer l'utilisation de l'IA dans le texte et dans la bibliographie. Mais moi, ce que je conseille aussi toujours, c'est d'avoir un petit disclaimer, un petit texte, un petit paragraphe
soit dans l'introduction, soit dans la partie méthodologie du travail, où on propose à l'étudiant de déclarer systématiquement qu'est-ce qu'il a utilisé comme IA pour quel usage quand ça concerne l'ensemble du travail, l'ensemble du texte. Donc, un étudiant va pouvoir dire, par exemple, j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider dans le séquençage de mon travail, ou j'ai utilisé DeepL pour traduire des textes que j'ai pris dans une autre langue et que je ne comprenais pas et dont j'avais besoin pour ma discussion. Ou j'ai utilisé tel IA pour me faire du feedback sur mon propre travail pour savoir s'il y avait des choses à améliorer, etc. Donc, dès qu'on a quelque chose qui est lié à l'ensemble du travail, on va vraiment le citer dans un petit paragraphe introductif ou un petit paragraphe méthodologique. Mais c'est évidemment complètement impossible de mettre un chiffre là-dessus. On est incapable de le faire, les étudiants sont incapables de le faire. Donc, ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, de les forcer à citer chaque usage de chaque outil de manière très précise, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé l'outil, comment ils l'ont utilisé, ça va réduire le nombre de problèmes, et puis ça va nous donner, nous, en tant que correcteurs, un éclairage sur voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe alors que d'habitude il en fait plein, par exemple, parce qu'en fait il a utilisé une IA pour se corriger. Techniquement, Antidote est une IA, donc voilà, c'est tout à fait OK. Et j'aurais tendance à dire que ça peut être intéressant d'avoir une approche qui est uniforme pour un établissement. Je voyais quelqu'un un petit peu plus tôt dans la conversation qui disait est-ce qu'on peut avoir une charte ou des choses comme ça? Ça peut être intéressant de dire qu'un comité d'enseignants se réunit avec les directions puis qui détermine c'est quelle approche est-ce qu'on veut avoir, parce que, et là je l'avais mis un peu en blague au prochain, un courriel signé, ce message a été rédigé dans Outlook, corrigé dans Antidote, et ça à l'aide d'un clavier et d'une souris sur mon ordinateur bureau Windows. Mais là, c'est sûr qu'on ne se mettra pas à dire tous les outils qui nous ont été nécessaires, mais à partir du moment qu'on a utilisé de l'IA pour écrire quelque chose, pour le réécrire, c'est à nous d'avoir aussi si on veut montrer l'exemple à titre d'enseignant, dans le sens qu'on peut se poser la question, est-ce que moi, comme enseignant, si je fais générer un document de notes de cours par IA, je vais le spécifier à mes élèves? C'est une question qu'on peut se poser si on veut montrer l'exemple d'utiliser l'IA. Nous, au Québec, le guide du ministère, il nous dit, posez-vous la question et prenez votre propre décision. Donc, je pense que chaque personne a à réfléchir à ce type d'usage-là. Donc, on a différents enjeux éthiques, effectivement, reliés à ça. L'accès à la technologie, on en a parlé plus tôt, puis là, je vois le temps qui file, je vais aller rapidement. Mais aussi le sentiment de compétence de l'élève quand il est accusé, des fois à tort. Puis l'exemple avait été donné plus tôt, mais moi aussi, j'ai des étudiants à l'université qui réduisaient leur niveau de syntaxe dans leurs travaux pour ne pas se faire accuser de rien. Donc, c'est quelque chose qui peut être un enjeu. Mais comme on en a traité un petit peu, je passerai à la suivante. Et du coup, on citait tout à l'heure Martine Peters avec toi. Justement, elle revient. Elle a donné une interview récemment super intéressante, et où elle disait, en fait, un étudiant qui fait des études intègres, parce qu'on lui demandait comment est-ce qu'on peut garantir l'intégrité académique, développe des habitudes de travail saines qui vont lui servir pour le reste de sa vie, et la recherche le démontre. Donc, en fait, quand on parle d'intégrité académique, c'est pas juste quelque chose qu'on a envie d'atteindre parce qu'on est dans l'enseignement supérieur, parce qu'on est à l'école, etc. C'est vraiment des compétences pour toute la vie. Développer des bonnes habitudes, ça agit sur tous les aspects du travail de l'étudiant, et on l'a déjà dit plusieurs fois par avant, ça fait aussi en sorte qu'il a beaucoup plus de chances d'avoir du succès et donc une estime de soi rehaussée. Donc, c'est pas juste pour dire que il le fait bien, il le fait pas bien, il a dit ce qu'il a fait ou il l'a pas fait. En fait, c'est vraiment des bonnes habitudes de travail à prendre pour le futur, et je trouve que Martine Peters l'a vraiment bien dit. C'est très intéressant. Alors, on a aussi énormément parlé d'outils. On va en voir certains plus concrètement. Vous nous avez fait un peu une petite sélection et on va en parcourir deux en particulier qui sont QuizWizard et Magic School. Ouais, alors c'est une toute petite sélection, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que déjà des outils généralistes, il y en a plein qui peuvent vous aider pour générer des activités d'évaluation, des outils comme Copilot, comme ChatGPT, etc. peuvent évidemment aider, mais on avait envie de mettre le focus sur quelques outils qui peuvent vraiment particulièrement aider pour ce qui a trait à l'évaluation dans son ensemble, donc dans la préparation d'évaluation, mais aussi dans la correction et dans le fait de donner un feedback. Et ça me fait, juste avant de rentrer dans les outils, ça me fait un bon lien avec une question qui a été posée tout au début du chat. Et quelqu'un demandait, mais finalement, comment est-ce que je peux savoir si l'outil que j'utilise est OK du point de vue de la protection des données notamment? En fait, il n'y a pas un outil qui est OK, un outil qui n'est pas OK. Ça dépend de la licence que vous utilisez pour cet outil-là. Puisque, par exemple, si vous êtes dans une école qui travaille avec un environnement Google, vous allez utiliser Gemini dans sa version sécurisée, dans sa version payante, même si vous ne la payez pas. Et du coup, là, vous allez
allez pouvoir mettre des données un petit peu plus sensibles. Si vous avez une école qui travaille plutôt avec Microsoft, ben, vous allez devoir utiliser Copilot dans sa version sécurisée. Si vous avez vous-même une licence ChatGPT payante, ben, utilisez cette licence en vous connectant à la version payante et pas à la version gratuite, et vous allez pouvoir avoir quelque chose qui est un petit peu plus sécurisé aussi. Donc, il n'y a pas de réponse pour tout le monde, puisque ça dépend du type de licence que vous avez à disposition. Tout à fait. Je propose qu'on plonge dans la petite démo de Quiz Wizard. Donc, QuizWizard, c'est un outil de WooClap que vous connaissez par ailleurs et qui permet de générer des questions à partir de plusieurs sources. Donc, documents, textes thématiques, une vidéo YouTube, un lien, etc. Donc, par exemple, ici, la démonstration elle a été faite avec YouTube. On donne un document de base, une thématique de base, et puis on sélectionne le type de questions qu'on veut que l'outil génère pour nous. Et puis, on clique sur « Générer le contenu » et il va travailler pour nous générer toute une série de contenus qu'on peut encore modifier à la main de long en large, modifier les leurs, supprimer des questions, rajouter des questions. On peut encore tout faire et puis les exporter sous un format qui nous intéresse, soit directement dans WooClap ou dans WooFlash, ou les exporter dans un Word, un Excel, directement sur Moodle, etc. etc. Donc, super intéressant. QuizWizard, il y a évidemment d'autres outils qui le permettent effectivement, mais QuizWizard a l'avantage, pour l'instant en tout cas, d'être gratuit. Et donc, bah oui, donc on avait une question dans le chat. Socratif, c'est la même chose que QuizWizard, Socratif, Kahoot ont des fonctions. En fait, QuizWizard et Socratif, c'est pas la même chose, mais WooClap et Socratif, c'est la même chose. Et effectivement, QuizWizard est l'outil IA de WooClap qui est l'équivalent de Socratif. C'est un peu plus complexe. Et alors, avec toi, Simon, on va voir Magic School, justement, avec un autre outil qui est Comet, justement. Oui, dans le fond, Magic School, c'est un site regroupant plusieurs outils d'intelligence artificielle pour le personnel. Et là, on voit l'outil de génération de grilles d'évaluation qui peut être utilisé. Mais le tout se fait dans le navigateur Comet. Donc, Comet, c'est un peu comme Google Chrome, Edge, Opera, Safari, etc. C'est un navigateur, mais celui de Perplexity qui fonctionne par intelligence artificielle et qui prend le contrôle de l'écran. Donc là, la zone est bleue parce que dans le chat de Comet, on lui a dit « Je veux une grille d'évaluation, blablabla ». Donc, lui, il va voir, il va interpréter le contenu de la page et il va agir à l'aide de la requête qui a été envoyée par l'utilisateur pour, dans ce cas-ci, remplir le formulaire au complet. Donc, tout ce qu'on a eu à faire, c'est lui demander la grille d'évaluation et ensuite, Comet prend le contrôle de la souris et s'occupe de tout le reste. C'est assez fou. Hein. C'est de l'IA qui bidouille avec de l'IA, finalement. C'est quand même assez... Oui, c'est l'IA agentive, qu'on va dire, et qui prend le contrôle de tout ça. Désolé encore pour la cloche. C'est pas grave. Ça nous fait un petit rappel comme quoi il nous reste 10 minutes. Simon, tu nous avais mis également une capture d'écran Oui. d'un outil ici. Oui, effectivement, c'est dans Magic School aussi, mais dans la version Magic Student, c'est possible de créer un robot personnalisé et on peut donner accès aux élèves sans qu'ils aient à se créer de compte. Donc, il se crée juste un pseudo qu'on peut leur prédonner à l'avance. Et là, dans ce cas-ci, on avait fait des tests et, entre autres, c'était un robot pour leur fournir la rétroaction. Donc, l'élève... on avait donné au robot conversationnel les consignes du travail et on lui avait dit « Tu n'as pas le droit de faire le travail à la place de l'élève, mais lorsque l'élève te donne son travail, tu dois lui souligner un point fort du travail, un point faible au niveau du contenu et un point faible au niveau linguistique à retravailler. » Donc, lorsque l'élève mettait son travail, bien, le robot lui disait « Voici ta force, voici ce sur quoi tu peux travailler, voici des fautes que tu peux corriger » au lieu de les corriger à sa place. Donc, ça permettait à l'élève de s'auto-générer de la rétroaction et nous, comme enseignants, on voyait toutes les conversations. Le système est fait pour nous lever des drapeaux si jamais il y a des enjeux au niveau de ce que vont dire les jeunes dans les conversations. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant, qui est gratuit pour le moment. Encore sera-t-il un jour payant? Je ne serais pas surpris. Ça peut être intéressant pour différentes fonctions à explorer, mais avant de valider que ça répond là, aux normes de sécurité de l'information de votre organisme, bien évidemment. Et alors, tu nous as mis, je pense, une toute dernière petite capture d'écran aussi. Je vais la passer ici. Oui, effectivement. Donc, celui de Brisk Teaching, qui est un outil qui est majoritairement payant. Il y a quelques fonctions gratuites qu'on peut essayer. Mais pourquoi je vous l'ai dit, lui, je ne l'utilise pas. Je vais être très transparent avec vous, là. Mais c'est qu'on peut s'en servir pour générer des rétroactions directement dans un Google Docs, par exemple. On peut souligner un paragraphe. Il va nous fournir des exemples de rétroactions qu'on peut copier-coller en commentaire. On peut même lui donner une grille de correction. Mais ça mène pourquoi je l'ai mis là? C'est pour qu'on se
questionne. Dans le cas où est-ce qu'on lui donne la grille de correction puis qu'on lui demande, par exemple, de nous générer une note accompagnée de rétroaction à l'élève dans un cadre d'évaluation, est-ce qu'on veut automatiser notre jugement professionnel par rapport à ça? Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut aussi le faire? Est-ce qu'on pourrait perdre notre capacité d'évaluation à la longue? Est-ce que c'est juste pour tout le monde? Je sais qu'en Europe, vous avez des lois par rapport à ça. Au Québec, il faut juste qu'on ait un logiciel qui soit approuvé par notre organisme. Mais c'est beaucoup de réflexion et il y a beaucoup de compagnies qui savent qu'il y a de l'argent à faire en promettant aux enseignants qu'ils auront moins de temps à passer à corriger. Donc, je veux juste vous amener à être toujours critique lorsqu'on voit ces belles compagnies-là qui nous font des belles promesses de pouvoir passer plus de temps les soirs et les fins de semaine avec sa famille. Donc, c'est toujours à faire attention à ça. Eh bien voilà, on vous a présenté énormément de choses durant quasiment 1 heure et demie. On va faire un petit peu le point avec toi, Manuela, un peu en guise de conclusion finalement. Exactement, on va clôturer tout doucement. Donc, on a vu l'IA par rapport à l'évaluation, d'énormes potentialités, des risques, des enjeux importants aussi du point de vue éthique, du point de vue de l'accessibilité, du point de vue des données, etc. Des postures à questionner. N'hésitez pas à questionner vos propres postures ou à changer de posture aussi en fonction des évaluations. Des balises, regardez s'il y a des balises déjà chez vous. Des consignes que vous devez expliciter et communiquer à vos étudiants, à vos élèves, des élèves à former, évidemment, avant l'évaluation. Ne les mettez pas sur le fait accompli le jour de l'évaluation en disant « Ah ben, en fait, vous avez le droit d'utiliser l'IA », alors qu'en fait, ils ne savent pas ni prompter, ni être critiques par rapport à la sortie de l'IA. Potentiellement, on l'a vu dans le chat, plusieurs personnes l'ont déjà dit, des évaluations à repenser, les travaux de fin d'études en premier, évidemment. Est-ce que ça a encore du sens? Est-ce qu'on ne doit pas repenser complètement leur manière de faire? Et puis, quelques points d'attention, on en a déjà parlé, mais elles sont super importantes. Ne jamais transmettre de données nominatives dans la formulation de vos requêtes, sauf si vous êtes sûr que votre outil est sécurisé par rapport à ça. Faites attention au niveau de risque lié à l'IACT, aux couleurs des données que vous mettez dans ces outils. Est-ce que c'est des données vertes, tout est OK? Est-ce que c'est des données un peu rouges sensibles, orange sensibles, ou est-ce que c'est des données rouges complètement interdites de transmission? Examinez le contenu produit par l'IAG, validez les informations pour vos élèves, mais pour vous aussi. Et puis, pour conclure, j'aime bien cette image du grand saut par-dessus une rivière, par-dessus un canyon ou par-dessus un petit ruisseau, mais de dire qu'en fait, il va falloir prendre un petit peu d'élan pour sauter. Ça fait un petit peu peur, c'est pas toujours facile. On a été fort chamboulé déjà il y a quelques années par le Covid, et puis après on a cette nouvelle vague qui nous arrive un petit peu dans la figure avec l'IA, et en particulier en termes d'évaluation. Donc ça va être important de prendre un petit peu d'élan et puis de sauter, mais on est là avec vous, et notamment dans les COP qui arrivent. Donc ne faites pas ça tout seul dans votre coin, ce serait dommage de réinventer la roue. On va le faire ensemble, et on vous propose de faire ce grand saut avec nous. Eh bien voilà, merci beaucoup à vous deux, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez toutes et tous une belle après-midi côté canadien, une bonne soirée côté belge, et à bientôt. Bye bye.